Bonjour à toutes et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Impactante le podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne énormément de personnes mais qui reste encore entouré de tabous, l'obésité. Pas l'obésité vue à travers les clichés, mais l'obésité en tant que maladie chronique, complexe et multifactorielle. Pour nous éclairer, j'ai la chance de recevoir le docteur Sarah Gdou, médecin spécialisé en nutrition, autrice du livre Obésité et des solutions existent. Ensemble, on va comprendre ce qui se passe réellement dans le corps, dans le mental et dans la société. Et surtout, quelles solutions concrètes existent pour accompagner les patients avec bienveillance et efficacité. Bonne écoute. Pour recevoir chaque semaine le résumé du podcast, la présentation de nos invités et un article ou des tips sur le thème de la semaine, inscris-toi à notre newsletter via le lien en description. Bonjour Sarah. Bonjour Barbara. Alors je suis super contente de vous avoir avec nous aujourd'hui pour parler d'un sujet, je trouve, d'utilité publique, qui est l'obésité. Et on va parler aussi de votre bouquin, puisque du coup je l'ai lu. Et d'ailleurs, je voulais commencer par ça, hein, pour en parler un petit peu. Comme je vous disais en off, hein, moi j'ai adoré le bouquin parce que du coup, il est très ludique. En fait, à chaque fois, vous posez une problématique et vous apportez les solutions derrière. Il y a même des petites recettes à la fin. Et puis, ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est que bah, il y a plein de choses que je connaissais pas. Et c'est vrai que j'imagine que même pour des personnes enfin, de l'entourage d'une personne qui est en surpoids, ça peut être super de le lire parce que du coup, on comprend plein de choses par rapport à, enfin voilà, on va parler du manque de volonté, de choses comme ça, qui sont parfois, bah, comme vous le disiez, stigmatisées, mais bah, pour le coup, on comprend. Voilà, il y a des explications par rapport à ça. Et puis, Effectivement, il y a beaucoup d'idées préconçues autour du exactement. surpoids et de l'obésité, ouais. Et puis, comme c'est écrit sur la couverture, il y a un Français sur deux qui est concerné par l'obésité ou le surpoids. Donc, quand je dis que c'est d'utilité publique, je pense que c'est vraiment le cas dans les pays occidentaux, de toute façon en général. Mais bon, c'est en tout cas bravo pour le livre, il est super. Merci beaucoup. Alors, dans le livre, vous insistez sur le fait que l'obésité, justement, c'est une maladie chronique et non un simple manque de volonté. Qu'est-ce que cela change concrètement dans la manière de diagnostiquer, d'accompagner et de suivre un patient sur le long terme? Ce qui change pour nous, puisque je dis nous, parce que c'est vraiment la communauté scientifique, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, l'obésité, on la considère comme une maladie. C'est une maladie métabolique qui est plurifactorielle, c'est-à-dire qu'en Mhm. fait, il y a énormément de facteurs qui entraînent cette maladie obésité et que pendant très longtemps, elle a été juste relayée de ah bah, c'est une question de volonté, on n'a qu'à moins manger et plus bouger. Mhm. Ce n'est clairement pas aussi simple que ça. Mhm. Sinon, il n'y aurait pas cette maladie, il n'y aurait pas cette pandémie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de pandémie. Elle n'est pas virale, hein, c'est pas comme quand on a eu le Covid, mais c'est une pandémie parce qu'elle est exponentielle et qu'on n'arrive pas du tout à la contenir. Donc, si c'était juste manger moins, bouger plus, les gens sont suffisamment conscients de tout ça pour le mettre en place, ça devrait marcher. Ça ne Mhm. fonctionne pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une question de volonté. Déjà, pour moi, c'est important parce que ça enlève le côté jugeant des personnes qui sont en obésité et qui se sentent jugées parce qu'elles mettent dans leur assiette. La Mhm. médecine de l'obésité, ça ne peut pas être résumé à ce que je mange. C'est beaucoup plus complexe que ça. On va en parler un peu plus tard, mais il y a beaucoup de régulation hormonale dans ce qu'on peut appeler un thermostat cérébral qui va en fait bien gérer j'ai des apports et j'ai des dépenses. Eh bien, quand on est en situation d'obésité, ce thermostat ne fonctionne pas bien. On va stocker en fait du gras plus que quelqu'un d'autre. Je vous donne un exemple. Je mange un steak frites le dimanche et une part de tarte. Tout le monde n'a pas 1 kilo de plus sur la balance le lundi. Oui, Parce que tout le totalement. monde n'a pas cette même prédisposition génétique Mhm. à stocker du tissu adipeux. Et en fait, la maladie obésité, elle réside là. Elle réside dans la capacité d'un corps à stocker du tissu adipeux versus quelqu'un qui ne va pas le stocker et qui va dépenser l'énergie qui a été consommée. Et c'est Mhm. là, en fait, la complexité, c'est que les personnes qui sont en normopondérale à peu près toute leur vie ont l'impression que c'est parce qu'elles font extrêmement attention à ce qu'elles mangent et qu'elles dépensent suffisamment d'énergie. Alors Mhm. évidemment, si on mange globalement équilibré et qu'on dépense de l'énergie, normalement, on est quand même sur une stabilité pondérale à peu près toute sa vie. Sauf si on a une prédisposition génétique qui fait que ce qu'on apporte, au lieu de le dépenser, on le stocke. Et là, on devient en surpoids maladie, voire en obésité maladie. Il y a une différence entre obésité et obésité maladie. Et c'est là où c'est important pour nous de parler de maladie d'obésité, parce qu'il y a des gens qui vont avoir un surpoids ou une obésité si elle est basée que sur le poids,
Mmh. mais en fait qui ne vont pas être malades de tout ça. D'accord, Donc en fait, la médecine de l'obésité, c'est pas une médecine du poids. d'accord, C'est une médecine d'une maladie, au même titre qu'une maladie chronique comme le diabète ou l'hypertension. Donc, d'accord. quand nous, on parle de maladie, qu'est-ce que ça change? C'était ça votre question, Mmh. dans notre prise en charge. Bah, ça change qu'il y a un diagnostic qui ne peut pas être juste jugé sur le poids ou l'indice de masse corporelle, que j'appellerai IMC pendant tout le podcast, Mmh. mais qui va être en fait diagnostiqué sur beaucoup de choses. Déjà sur l'aspect psychologique, sur l'aspect comportemental, sur l'aspect étiologique, depuis quand suis-je en obésité? Mmh. L'enfance, l'adolescence, adulte, après des modifications hormonales, après des prises de traitement, après tel événement de vie qui a fait que peut-être j'ai eu un comportement alimentaire à un moment qui a déclenché des choses, qui a fait que dans mon cerveau, il s'est passé beaucoup de choses. Donc, peut-être qu'il y a des hormones justement du stress qui ont été déclenchées. Mmh. Donc, c'est pas juste le poids. Donc, parler de maladie, c'est parler de diagnostic. Si c'est parler de diagnostic, c'est parler aussi d'aller rechercher les complications de cette maladie. Et qui dit maladie, c'est proposer une thérapeutique adaptée. Bah, j'imagine que pour les patients, ça doit être aussi un peut-être parfois un soulagement, non? Parce que parfois j'imagine qu'ils se sentent isolés, seuls et qu'ils ont l'impression de pas avoir de volonté justement, de d'être faibles et cetera et de voir un médecin peut-être qui leur dit: «Mais non, mais en fait, il y a quelque chose derrière, autre chose, c'est pas vous» et ben, ça peut faire du bien j'imagine aussi de d'avoir un diagnostic, comme ça quand on se sent pas bien. Tout à fait. Alors, la plupart des, soignants de l'obésité travaillent, effectivement en équipe. Donc Mmh. je parlerai de notre équipe, par exemple, mais Oui, effectivement, les patients, quand ils consultent, nos équipes, bah, ils se sentent soulagés. oui, Souvent, on a des patients qui nous disent: «Mais ça nous fait tellement de bien que bah, vous ayez j'imagine. ce discours-là, parce que toute notre vie, on a été jugés sur qu'est-ce que tu manges ou pourquoi tu bouges pas assez?» Et vraiment cette connotation de la personne en obésité, qui est un mal mangeur et qui bouge pas. C'est pas vrai Mmh. en fait. Enfin, Mmh. moi dans ma patientèle, clairement, je pense que la plupart de mes patients ont des connaissances en diététique, Mmh. essayent d'être actifs comme ils le peuvent avec leur corpulence, Mmh. mais c'est rarement des gens qui mangent très mal et qui ne font rien. Il y en a évidemment, mais ce Oui, n'est clairement pas c'est pas la la majorité. majorité des patients, pas du tout. OK. OK. Et bah, du coup, vous parlez de trajectoires métaboliques, différentes selon les individus. Comment expliquer au grand public que 2 personnes ayant la même alimentation peuvent avoir des résultats totalement opposés? Alors effectivement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la prédisposition génétique. Donc la prédisposition génétique, c'est-à-dire que ça va se passer soit en antérieur d'une grossesse, soit pendant la grossesse, soit à la naissance, soit même un peu plus tard dans la vie, parce qu'en fait, on va avoir un génome, donc nos gènes, qui vont pas bien s'exprimer sur certaines régulations. Sur certaines régulations des hormones de la faim, sur certaines régulations des hormones de la satiété et sur la régulation des hormones qui vont justement gérer ce stock de tissu adipeux, notamment l'insuline par exemple. Donc Mmh. effectivement, on a des patients qui vont avoir, soit dès l'enfance, soit à l'âge adulte, des troubles, des dérégulations en fait hormonales qui vont entraîner des modifications dans le métabolisme et souvent en fait, le fait qu'ils stockent du gras, ça va entraîner ce qu'on appelle une résistance à l'insuline. Alors D'accord. là, je le dis clairement, la résistance à l'insuline n'est pas la cause de l'obésité, c'est une conséquence de l'obésité. Mmh. On ne va pas rechercher dans les causes de l'obésité la résistance à l'insuline. On sait que dès qu'on a trop de tissu adipeux, le corps devient résistant à l'insuline. Et quand on est résistant à l'insuline, on est résistant à la perte de poids. D'accord. Et bah, on entend souvent dire, que tout se joue dans l'assiette, mais vous insistez sur l'importance du cerveau, du stress, du sommeil. Quel facteur méconnu avez-vous le plus envie de remettre au centre du débat par rapport à ça? Le stress psychologique Oui. et le sommeil. Mmh. Clairement, je pense qu'on a sous-estimé pendant très longtemps le fait que nos hormones cérébrales, qui donc vont jouer dans la gestion du bien-être, la gestion du stress, la gestion du sommeil, donc moi je pense aux hormones notamment du cortisol par exemple, en fait on a sous-estimé ces hormones-là parce qu'en fait elles vont avoir un impact. Mmh. Elles vont avoir un impact sur la biologie,
Donc le cortisol va avoir un impact sur l'insuline, sur le glucose, d'accord? Et on va avoir un impact sur le sommeil. Quelqu'un qui dort peu, qui dort mal, va pas bien réguler les hormones de l'appétit. Quelqu'un qui dort peu, je pense qu'on l'a tous testé, une nuit courte, un voyage ou une nuit où on a très très peu dormi. Le lendemain, on va avoir une appétence un peu accrue pour des produits gras salés, gras sucrés ou Mmh. faim tout court. Avoir Mmh. l'impression que on a un estomac qui est un puissant fond, on n'arrive pas à combler cette satiété. Tout Mmh. ça, c'est juste hormonal. Ce n'est pas la volonté, je ne suis pas capable de m'arrêter de manger. C'est très probablement qu'il s'est passé quelque chose dans le cerveau ou dans le sommeil. D'accord. Dans votre livre, vous expliquez le rôle essentiel des hormones, comme la leptine, la gréline ou l'insuline dans la régulation du poids. Comment ces hormones peuvent-elles perturber le sentiment de satiété et pourquoi certaines personnes ressentent-elles la faim différemment des autres? Alors ça, c'est très complexe. Là, effectivement, dans le livre, j'ai évoqué uniquement ces 3 hormones, mais il y en Mmh. a, énormément et en dehors des hormones, il y a, les récepteurs, les protéines, il y a beaucoup de choses qui se jouent, autour des signaux de faim et de satiété. Mais si on veut résumer, grosso modo, on a des hormones qui vont nous dire: «Tiens, là, ton niveau d'énergie est faible, il faut que tu consommes de l'énergie, donc il faut que tu manges». Donc ça va déclencher l'appétit, donc l'envie de manger, donc la faim. Mmh. On va manger et une fois que l'estomac est rassasié et que le cerveau nous dit tiens, j'ai assez eu d'énergie, il va déclencher des hormones pour dire stop, arrête de manger et on va avoir le rassasiement et la satiété. Quand on est en excès de tissu adipeux, le tissu adipeux est lui-même générateur d'hormones. On a l'impression que c'est un tissu qui ne fait pas grand-chose, ce tissu adipeux. En fait, il est, nous, ce qu'on appelle endocrine, c'est-à-dire qu'il va sécréter lui-même des hormones. Et il va interférer dans nos hormones de leptine et de gréline. Donc, il Mmh. va peut-être soit moins donner le signal faim, soit l'exacerber. Et souvent, il ne va pas donner le signal satiété. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, quelqu'un qui souffre d'obésité ou qui a un excès de tissu adipeux va peut-être avoir plus de temps à ressentir la satiété. Une fois de plus, ce n'est pas un manque de volonté ou une gourmandise de dire ah je dois finir mon assiette. Non, c'est juste que le signal de satiété arrive plus tard que quelqu'un qui n'a pas cet excès de tissu adipeux. Donc c'est vraiment D'accord. la médecine de l'obésité, c'est la médecine qui va lutter contre cet excès de tissu adipeux et non pas contre une volonté, contre une assiette, contre un poids. On va vraiment au-delà de ça. Et du coup, vos patients, quand ils réduisent leur tissu adipeux, ils ressentent directement, plus rapidement le sentiment de satiété? Oui, tout à fait. En OK, fait, ils vont, incroyable. alors déjà, ça se passe par aussi beaucoup d'exercices de conscientisation de tout ça. Mmh mh. C'est ce qu'on appelle l'alimentation pleine conscience, Mmh. c'est-à-dire vraiment manger en conscience de qu'est-ce que je suis en train de faire. Donc, Mmh. je suis en train de manger, je prends du plaisir quand je mange. Ma zone du plaisir du cerveau s'allume. Ah, ok, tu as pris du plaisir en mangeant. Ah, ok, tu as assez d'énergie. D'accord, je t'envoie le signal satiété. En fait, tout ça, il faut quand même essayer de l'exercer. Nous, on donne beaucoup d'exercices à nos Mmh. patients pour qu'ils s'entraînent à ressentir la faim et la satiété, une fois de plus, quand c'est possible. Il y a des patients chez qui ce n'est pas possible de le ressentir parce qu'il y a trop de dérégulation en fait sur ces signaux faim-satiété. Et ça, je pense qu'en plus, c'est quelque chose, enfin, pour les auditrices qui nous écoutent aujourd'hui en surpoids ou non, hein, je pense que vraiment, bah, moi la première parfois je suis en train de faire quelque chose, je dois manger rapidement et en fait, on n'a même plus conscience, voilà, de ce qu'on mange. La mastication aussi, je pense que c'est un sujet, mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose que tout le monde peut appliquer parce que même les personnes qui ne sont pas en surpoids, on a tendance à plus du tout le faire, à Bah, apprécier vraiment, exactement. à être là, présent quand de ce qu'on est en train de manger, quoi. Exactement. Moi, je fais souvent, un petit peu le rapprochement avec la sexualité. Mmh. Moi, je dis à mes patients, si vous écrivez, un texto ou que vous regardez la télé, pendant votre rapport sexuel, je pense que ça va pas être le meilleur rapport sexuel de votre vie et qu'il va pas y avoir de plaisir au niveau du C'est une cerveau. bonne image. Bah, voilà et je pense que ça parle un peu à tout le monde et en fait, parce que je parle de ça parce que c'est un peu les mêmes zones qui vont être, stimulées au niveau du plaisir alimentaire et d'un autre plaisir, notamment le plaisir sexuel. Et du coup, en fait, si on n'est pas en pleine phase, entre guillemets, avec ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire manger, bah, je ne vais pas ressentir le plaisir pendant que je mange. Et peut-être que le plaisir, je vais avoir besoin d'aller le chercher ailleurs. OK. Par exemple, finir forcément par quelque chose de sucré en fin de repas. Et ben, il Mmh. faut se poser la question, est-ce que j'ai pris du plaisir pendant que je mange?
en fait? Est-ce que Hyper tout ça, ça a intéressant. été déclenché? Ça, c'est des questions que c'est intéressant de se poser. Après, c'est pas grave non plus de finir par une touche sucrée, hein. Faut pas Mmh. diaboliser, l'alimentation émotionnelle, Mmh. mais en tout cas, il faut peut-être se poser la question: «Est-ce que j'ai mangé devant mon écran ou en faisant autre chose?» ou enfin voilà, en tout cas, j'ai été distrait par autre chose et j'ai pas ressenti le plaisir au moment où je suis en train de consommer mon repas. Ouais, totalement, c'est hyper intéressant. Non, c'est vrai, l'image elle est géniale parce que c'est vrai que oh ça parle je pense à tout le monde, c'est clair. Dans votre pratique, quelles sont les petites victoires, discrètes mais déterminantes que les patients sous-estiment souvent alors, qu'elles changent, tout dans la durée? Je pense que la première chose, c'est le sommeil. L'amélioration du sommeil quand on a moins de tissu adipeux, ça va avoir une répercussion sur beaucoup de choses. Ça va avoir une répercussion sur le bien-être de la journée qui suit. Qui dit bien-être dit peut-être avoir envie de faire plus de choses, plus d'élan vital. Ça veut dire aussi être peut-être plus capable de se concentrer sur des tâches, perdre moins de temps à faire des tâches de travail ou des tâches administratives. Donc peut-être prendre plus de temps pour autre chose, plus de temps pour le plaisir d'une activité, de passer du temps avec des gens, d'aller faire de l'activité physique. Donc le sommeil, pour moi, en fait, finalement, c'est les choses où les patients me disent: «Ah mais en fait, je dors mieux, je me rendais pas compte que je dormais pas bien». Ça, c'est quelque chose qu'on entend très souvent. Et puis, bah, finalement, comme je vous disais tout à l'heure, je dors mieux, donc je mange mieux. Mmh. Donc, il y a beaucoup de choses. Il y a un cercle vertueux, en fait, qui se passe. La deuxième chose, c'est dans le cerveau. En fait, comme je disais aussi, on a sous-estimé le fait qu'il y ait tout ce qui est cortisol, toutes les hormones en fait du bien-être cérébral qui vont avoir un impact sur notre biologie et sur notre tissu adipeux. Et ben en fait, les patients, quand ils se sentent mieux dans leur tête, ils se sentent mieux dans leur corps. Mmh. Et vice-versa. Mmh. Donc ça aussi, c'est-à-dire que prendre en charge le patient sur l'aspect psychologique et le faire travailler dessus, ça c'est une victoire de la prise en charge de l'obésité. Alors effectivement, c'est pas souvent ce qu'on pourrait attendre d'une prise en charge de l'obésité. Moi, je ne pèse pas mes patients en première consultation. D'accord. Le lieu de la nutrition, ce n'est pas le poids. Souvent, on associe le médecin nutritionniste au médecin du poids, au Mmh. médecin de l'amaigrissement. On ne fait pas une médecine de l'amaigrissement. Mmh. C'est une médecine de la santé, comme la Mmh. médecine pour toutes les autres pathologies. On parle aujourd'hui de santé. Donc, quand Mmh. on parle de santé en obésité, c'est holistique. Donc, ça passe par le sommeil, ça passe par le bien-être psychologique, évidemment. Donc, pour moi, finalement, les petites fiertés, on va dire, où les patients n'auraient pas eu cette attente, c'est là-dessus. Et Mmh. la deuxième chose qui pour moi est vraiment extrêmement importante, c'est qu'on ne va pas parler de poids, qu'on va parler éventuellement de composition corporelle. Moi, je Mmh. dis à mes patients, ce qu'on va faire, c'est lutter contre ce type tissu adipeux. Et on va le faire ensemble. On va Mmh. essayer de trouver les solutions pour lutter contre ce tissu adipeux parce que c'est ça qui nous rend malades. Mmh. D'accord. Ouais, c'est une approche je pense qui est, comment? Même pour les patients, ça doit être, enfin, j'imagine que quand ils viennent chez vous la première fois, ils pensent que vous allez leur parler de leur poids. Tout à Donc, fait. c'est peut-être aussi, ils doivent ressortir de là avec un étonnement et se dire: «En fait, voilà, je me sens compris et puis peut-être que je me sens pris en charge, dans la globalité et pas dans seulement, le la problématique pour laquelle, je venais». En fait, la diététique, n'est qu'un point à prendre en compte Par dans, rapport à la maladie du surpoids ou de l'obésité. mmh mh. Ouais, et au niveau des enfants, vous en voyez, de plus en plus des enfants ou Alors c'est croissant au niveau des statistiques. Moi, je ne d'accord, fais pas de pédiatrie personnellement. Je d'accord, suis, plutôt spécialisée, dans l'adulte, d'accord, même un peu plus dans la femme. d'accord, Et OK. donc du coup, je ne fais pas, de pédiatrie, mais oui, par contre, sur le plan statistique, il y a une explosion, des chiffres, en ce qui concerne les enfants, ouais. D'accord, et est-ce que c'est quelque chose qui se transmet génétiquement? Ou est-ce que ouais, Alors, c'est très compliqué d'isoler un gène ou 2 gènes, mais on d'accord, sait que clairement, quand on regarde les statistiques, il y a, une chance, ou un risque sur 2, qu'une maman en obésité ou avec antécédent d'obésité transmette cette obésité à son enfant. C'est pour ça que nous, c'est pour ça que je vous disais que pour moi la femme, je prends beaucoup en charge les femmes parce qu'on prend les femmes en charge autour de leur périnatalité. mmh mh, Donc autour de avant la grossesse, pendant
et après, parce que ça se joue aussi déjà là pour les générations futures. OK. Et donc, il y a aussi ce que je vous disais tout à l'heure, l'exposome. Quand on parlait de génétique, je vous disais, la Mmh. génétique, ça peut être la prédisposition, mais ça peut être aussi à l'âge adulte. L'exposome, c'est avoir été exposé à des choses dans notre environnement, donc que ce soit des perturbateurs endocriniens, des polluants, des pesticides, qui ont altéré notre génétique en créant cette dysrégulation de stockage de tissu adipeux. D'accord, Donc donc c'est ça vraiment là, ça très peut être complexe. vraiment l'environnement du coup qui transforme les gènes? Exactement, exactement. OK, et c'est réversible ça? Alors, c'est très complexe. OK, Le traitement de l'obésité est aussi complexe que ne l'est la maladie. d'accord. Là, on parle de tellement de facteurs qui composent l'obésité que, une fois de plus, le traitement ne peut pas être juste un traitement pour mincir. Le traitement du poids, ça ne marche pas. Si on ne traite que ce paramètre, ça ne marche pas. La problématique de l'obésité, c'est qu'on a une mémoire de la cellule graisseuse. Euh, Là encore, on découvre beaucoup de choses en ce moment. J'ai assisté à une conférence pas plus tard que la semaine dernière sur le fait qu'en fait, même si on traite, il y a des risques de récidive, que ce Mmh. tissu adipeux, il reprenne un petit peu le dessus sur le reste des cellules. Donc oui, il y a en fait malheureusement des gens qui vont récidiver. C'est pas parce qu'on perd du poids qu'on sort de la maladie obésité. D'accord, Donc c'est un traitement sur le très long terme. C'est pas un traitement ponctuel. Je perds du poids, il se passe plus rien. C'est et c'est beaucoup réglé. plus complexe que ça. D'accord. Vous parlez aussi, des solutions médicales modernes, notamment la chirurgie bariatrique et les nouveaux, traitements. Comment aider les patients à ne plus les voir comme une facilité, mais comme de vrais outils thérapeutiques? Bah, en fait, déjà, je voudrais commencer ce petit paragraphe par le fait que je pense qu'aujourd'hui, les traitements de l'obésité, qu'ils soient chirurgicales ou médicales, sont aussi stigmatisés et stigmatisants que ne l'est la maladie elle-même. D'accord. C'est-à-dire que on ne stigmatise pas quelqu'un qui prend un traitement pour le diabète. On ne stigmatise pas quelqu'un qui prend un traitement pour l'hypertension artérielle ou un problème de thyroïde. Bah, c'est la même chose. C'est-à-dire que nous, dans notre vision, on a une pathologie, on va la prendre en compte, on va la diagnostiquer, on va voir quelles sont les conséquences, et puis on va apporter au patient la solution qui va être la plus bénéfique pour lui, que ce soit un accompagnement, que ce soit du médicament ou que ce soit de la chirurgie. C'est pas de la facilité que de prendre un traitement pour la thyroïde quand j'ai un problème thyroïdien. Mmh. Si on considère que c'est une maladie, eh bien, on considérera que le traitement est justifié parce qu'il y a cette pathologie. La problématique, elle ne vient pas du traitement, elle vient du fait qu'on ne considère pas l'obésité comme une maladie. Ouais, totalement. Ouais, c'est Et une fois de plus, on ne fait pas une médecine de l'amaigrissologie. Ce n'est pas un médicament pour mincir que l'on prescrit ou une chirurgie pour maigrir. C'est pour traiter sur le plan métabolique. La chirurgie de l'obésité, certes, elle va réduire le volume de l'estomac, mais en fait, elle va entraîner toute une cascade métabolique qui va faire que la régulation du stockage du tissu adipeux va mieux se faire. Une fois de plus, c'est pas juste quelque chose qui est sur un temps très dédié ou très court. C'est quelque chose à prendre en charge sur le long terme, voire même à vie. En fait, mmh. nous, nos patients, on leur dit que c'est un parcours à vie. Ouais, c'est il faut je pense qu'il y a une phase d'acceptation aussi pour eux, quelque Tout part, à fait, tout à de se fait. dire qu'en fait, c'est voilà, même si, ils vont avoir, la possibilité d'avoir des traitements comme ceux-là, de se dire: «Bon, en fait, après, c'est pas terminé». C'est Exactement. il faut continuer et Il y puis, a un risque de récidive mmh mh. du fait de cette mémoire cellulaire. Oui. Mmh. On parle beaucoup des aspects médicaux, de l'obésité, mais beaucoup moins de la violence sociale que vivent les personnes concernées, hein, discrimination, culpabilisation, isolement. Quels sont, selon vous, l'impact réel de cette pression sociale sur la santé et le parcours de soins des patients? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, quelqu'un qui est en situation d'obésité va être discriminé dans tous les champs, en fait, de sa vie, dans l'intimité, Mmh. dans son entourage amical, familial, au travail, chez le médecin. Il y a aussi des soignants qui peuvent avoir des préjugés par rapport à ça, dans les hôpitaux.
dans le mobilier, dans notre quotidien, donc le mobilier urbain, le bus, le métro, les bancs pour s'asseoir. Il y a énormément de choses qui ne sont pas faites, en fait, adaptées, qui ne sont pas inclusives par rapport à toutes les corpulences. Et de ce fait, cette discrimination, elle est insidieuse. Et qu'est-ce qu'elle va entraîner? Elle va entraîner du mal-être. Et je vous disais tout à l'heure, le mal-être psychologique, lui-même, avec toutes les hormones qu'on a dans le cerveau qui sont déclenchées, vont altérer elles aussi nos signaux de faim et de satiété. Donc ce n'est qu'un cercle vicieux. Je suis pas bien parce que la société me renvoie des choses. Et ben en fait, peut-être que mon obésité, elle va ne faire que croître. Et donc tout le reste de la société continue en fait à me discriminer. Et en fait, au final, voilà, on sait qu'il y a plus de difficultés à avoir un emploi. Il y a plus de personnes qui sont en situation de dépression quand elles ont un excès de poids, parce qu'en fait, on leur renvoie que du négatif. Moi, je fais partie d'une association dont je voudrais parler aujourd'hui qui s'appelle Bien sûr. Stéréo. Mmh. Stéréo, elle compte une quarantaine d'acteurs de soins, voire même des journalistes qui veulent lutter en fait contre la stigmatisation autour de l'obésité. Et en fait, il faut qu'on parle de ça. Il faut qu'on parle de ça parce que c'est plus possible aujourd'hui, en 2026, d'avoir des gens qui sont jugés juste sur leur corpulence. Les gens ne sont pas un poids sur une balance. Il y a tout un tas d'autres choses dans une personne. Bien sûr. Elle ne peut pas être résumée à un poids. Et donc là, aujourd'hui, on est militant dans le sens où, comme je disais, les traitements de l'obésité sont aussi stigmatisants que ne l'est la maladie, parce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui, c'est les médicaments faciles pour maigrir. Non, c'est une maladie. Arrêtons d'être stigmatisants envers ces personnes qui souffrent. Et voilà, j'aimerais que ce message soit entendu et relayé. L'association s'appelle Stéréo. OK, et donc il y a des personnes qui peuvent, vous contacter enfin des personnes qui se sentent pas bien et cetera, c'est pour tout le monde? Alors, en fait, cette association, pour l'instant, elle est surtout là pour faire parler, À en fait, parler, de d'accord, la OK. OK. stigmatisation. Par contre, si on est en situation d'obésité et qu'on se sent pas bien, il y a plein d'acteurs. Il y a au moins 3 acteurs qui sont vraiment importants. Il y a OMAV, il y a le CNAO et il y a la Ligue contre l'obésité. Donc, OK. les 3, en fait, sont des associations où il y a des patients qui sont experts, des patients qui ont vécu l'obésité et qui D'accord. peuvent écouter. Et sur la Ligue contre l'obésité, il y a même une plateforme téléphonique qui s'appelle Obécoute. Et quand on se sent pas bien, eh bien, on peut appeler et essayer de trouver des solutions. On a une psychologue qui est formée à l'obésité, à l'écoute des patients qui sont en situation d'obésité, pour les aider à trouver des solutions dans leur quotidien ou dans leur mal-être. OK, et dans votre, enfin dans vos patients, vous avez, des patients, voilà, où en général les résultats sur le long terme, c'est voilà, c'est plutôt positif quand ils sont pris en charge et cetera? Ou parfois, comme vous dites, il y a des récidives, mais en termes de statistiques un petit peu, ça enfin, vous êtes quand même, enfin content des résultats par rapport à l'accompagnement, des personnes en situation d'obésité? Alors, clairement, les choses qu'on met en place fonctionnent. D'accord. Hem, on a du recul sur la chirurgie de l'obésité. Mmh. On a moins de recul sur les traitements médicamenteux de l'obésité parce que ça fait, à peine 5 ans, qu'ils Oui, sont, en mise à disposition, en France. Donc c'est difficile de parler de long terme. Néanmoins, sur la chirurgie, il faut savoir qu'on a 2 biais. C'est-à-dire que le premier biais, c'est, bah, en fait, tous les patients qui ont été opérés ne reviennent pas nous voir. Aujourd'hui, on a des difficultés à faire venir nos patients en consultation de suivi. Je vous dirai après pourquoi. d'accord, Donc le premier biais, c'est qu'on ne voit que ceux qui reviennent, déjà. déjà. Heu et le deuxième biais, et là je parle de mon biais à moi, c'est que moi je suis médecin de l'obésité et des obésités quand même plutôt modérées à sévères. Donc j'ai en plus un biais de sélection de patients. C'est-à-dire que je n'ai D'accord. pas l'entièreté, des patients qui sont en obésité. Pourquoi les patients ne reviennent pas des fois après une chirurgie? Soit parce qu'ils vont très bien, soit parce qu'ils vont pas bien. Mmh. Ils vont très bien, mais une fois de plus, ils ont oublié que l'obésité, c'était une maladie. Donc, ils considèrent qu'ils ont perdu du poids, donc ils considèrent qu'ils n'ont plus besoin de suivi. Mais peut-être que ces patients-là vont revenir au bout de 2, 3 ans. Ah tiens, j'ai Mmh. repris du poids. Mmh. OK? Parce qu'une fois de plus, la maladie, enfin l'obésité n'est pas considérée comme une maladie. Ça, Mmh. c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ceux qui vont pas bien. Je vous disais tout à l'heure, les patients qui sont en situation d'obésité, souvent ne vont
pas bien. Il y a une vraie tendance aux troubles de l'humeur, notamment la dépression. Et ben en fait, ces gens, ils culpabilisent. Ils se disent, bah, j'ai eu un traitement, je reprends du poids, c'est de ma faute. Une fois Mmh. de plus, la société les a fait culpabiliser depuis qu'ils sont petits ou depuis qu'ils sont jeunes adultes, de dire, tu es en obésité, c'est de ta faute. Donc, Mmh. ils reprennent du poids après une chirurgie, ils pensent que c'est de leur faute. Donc, ils reviennent pas nous voir. Donc, en fait, c'est difficile de vous dire, oui, il y a une réussite, non, il n'y a pas de réussite parce qu'on a une perte de vue de patient. D'accord. Et parmi ceux-là, est-ce qu'ils vont bien, est-ce qu'ils vont pas bien? Bah, des fois, on ne le Mmh. sait pas. Ouais, ouais, Donc d'accord. c'est compliqué. Néanmoins, on va dire que quand même dans la globalité, moi, la plupart de mes patients vont très bien et sont très contents de leur chirurgie, ou des traitements, qui sont mis en place. C'est-à-dire que, Mmh. ça leur enlève, alors en anglais, on appelle ça le food noise, c'est, l'obsession de manger. Mmh. Heu, la chirurgie ou le traitement, pour beaucoup de patients, ça leur enlève ça. Ça les C'est-à-dire, ça libère. leur enlève dès le matin, tiens, qu'est-ce que je vais manger? Et est-ce que ça, c'est bon pour moi? Est-ce que ça va me faire grossir? Est-ce que j'ai le droit? Toutes ces choses où on parle d'autorisation de manger. Enfin, on est Mmh. dans un concept de comportement alimentaire qui est Mmh. tellement, qui est tellement pas sain que ces patients sont omnibulés par ce qu'ils mangent. C'est terrible. Et Mmh. en fait, le traitement ou la chirurgie, ça leur fait je ne pense plus à ça D'accord. et ça les apaise. Moi, j'ai plein de patients qui me disent non, mais docteur, c'est comme si vous aviez un marteau-piqueur à côté de vous pendant 1 heure. Au début, vous l'entendez, à la fin, vous l'entendez même plus. Par contre, quand ça s'arrête, vous dites waouh, Mmh. mais en fait, ça fait 1 heure que j'ai ce bruit à côté de moi. Et ben, eux, ils nous disent ben, moi, ça fait 20 ans en fait que j'ai ce bruit dans ma tête. Mmh. Quelle charge mentale m'a été ôtée. Et pour moi, c'est ça la meilleure, la meilleure réponse ou ce que je vois dans leurs yeux, c'est ça aussi. Donc, on Ouais, parlait c'est du sûr. sommeil, on parlait de tout ça, mais ça, pour eux, c'est quelque chose d'extraordinaire, quoi, de ne plus avoir cette obsession alimentaire. Donc c'est super aussi de faire passer le message, aux personnes qui sont en surpoids, en obésité, qui ont subi une opération ou même qui se font suivre de pas s'arrêter quoi, De ne pas s'arrêter, de ne de pas continuer, culpabiliser ouais, s'il de y a le revenir moindre. si ça va pas et Ouais, voilà. Nous, on mmh, leur dit toujours, nous, on est juste là pour vous aider. mmh, On ne sera jamais jugeant. Notre rôle, c'est pas de juger. mmh, C'est de vous aider dans quelques décisions que vous prenez, c'est de vous accompagner. mmh. Si vous deviez imaginer un nouveau modèle français de prévention et de prise en charge de l'obésité, qu'est-ce qui changerait en premier? L'éducation, le parcours de soins, l'accompagnement émotionnel? Les 3. Tout? Alors, en premier, bien sûr, l'éducation. Oui. Numéro un, ça doit passer par la prévention dès l'enfance. Alors la prévention, pour moi, elle est, bidirectionnelle. C'est-à-dire la prévention, du préjugé, du stigmate, de la discrimination. Il faut apprendre dès l'enfance qu'il n'y a pas de normes, Mmh. il n'y a pas un corps, il y a des corps, que la perfection n'existe pas, que la norme, elle se situe entre ça et ça, et qu'il n'y a pas, voilà, il y a pas un corps qui doit être jugé pour telle ou telle raison. Cette prévention-là, pour moi, est importante. La deuxième prévention, c'est bien sûr l'équilibre alimentaire, l'industrie, les produits ultra transformés. Mmh. C'est pas possible que les cibles des publicités de produits qui sont bourrés de choses qui sont clairement pas saines pour la santé. Et ben en fait, la cible, c'est les enfants. Ça, c'est pas possible aujourd'hui. Donc, faire de la prévention très petit, faire même de la prévention, même, je vous disais, même ça se passe aussi dans le ventre de la maman, c'est-à-dire qu'une maman puisse avoir accès à une alimentation sans pesticides, une alimentation la plus, alors pas forcément bio, mais en tout cas dans lequel il y a moins d'exhausteurs de goût, moins Mmh. de pesticides, moins d'arômes, moins de conservateurs, parce que ça se joue là. Mmh. Donc la prévention, pour moi, elle doit être déjà dans la toute petite enfance, voire même au moment de la grossesse, voire même avant, en fait, si on Ouais. peut, voilà. Donc la prévention, effectivement, c'est le numéro un. Le numéro 2, c'est effectivement un accompagnement holistique. Et qui dit accompagnement holistique, moi aujourd'hui, je ne comprends pas que l'activité physique soit pas prise en charge par la sécurité sociale quand on est atteint de certaines pathologies. Je ne comprends pas que l'accès à la diététique ne soit pas pris en charge par la sécurité sociale. Pour moi, ça passe par le remboursement de ces soins. Il y a peut-être effectivement d'autres soins qui doivent être remboursés aussi, mais là, moi, je prêche pour ma paroisse. Et effectivement, dans l'obésité, si on n'a pas accès à comment je dois manger, comment je dois bouger,
comment je peux être pris en charge psychologiquement parce que je me sens pas bien, bah, on n'y arrivera pas. Et une fois de plus, la chirurgie et le médicament, ce ne sont pas des solutions miracles si elles sont juste pris sans prendre en compte tout le reste en fait. Mmh. Mais en tout cas, merci beaucoup Sarah d'avoir répondu, à nos questions. Avec plaisir. Hem, je vais écrire un article, sur le blog Impactante, concernant le livre et toutes les associations dont vous avez parlé. Donc j'invite vraiment les auditrices à on mettra le lien de l'article, du blog, on mettra vos réseaux sociaux aussi et puis il y aura le résumé de la newsletter et votre présentation, dans la newsletter. Donc qu'elles hésitent pas non plus à s'abonner et puis voilà, Bah, merci à vous Barbara en tout cas, d'avoir laissé cet instant de parole, qui avec pour moi plaisir. était important. C'était vraiment bien. Je pense que ça va parler à beaucoup d'auditrices parce que je pense que les gens qui sont dans cette situation sont souvent seuls et je pense que pour le coup, elles peuvent écouter souvent des podcasts sur le sujet. Donc j'espère que ça arrivera dans le maximum d'oreilles. Et puis voilà, à bientôt. Oui, à bientôt. Au revoir. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous aura permis de mieux comprendre l'obésité dans toute sa complexité, loin des jugements et des idées reçues. Un immense merci au docteur Saragdou pour son regard éclairant et profondément humain. Si cet épisode vous a touché ou a fait bouger quelque chose en vous, n'hésitez pas à le partager. En attendant, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode.